11 mai 1871, Thiers avait déclaré à la tribune de l'Assemblée « Tout sera fini dans 8 jours ». Il comptait sur des trahisons. Il avait envoyé beaucoup d'agents et beaucoup d'or à Paris, convaincu qu'il allait obtenir des trahisons et qu'on lui ouvrirait les portes de Paris. Eh bien, je vous l'ai dit, rien. Il faudra attendre, non pas 8 jours, mais il faudra attendre jusqu'au 21. Ce 21 mai, les troupes versaillaises vont pouvoir pénétrer dans Paris parce qu'il n'y a plus personne sur les remparts. Et on ne le sait pas dans la ville, mais on le sait bien sûr à la commune. Du bastion 64 au bastion 68, c'est-à-dire la section Saint-Cloud, enfin Saint-Cloud point du jour, les artilleurs, défendant les remparts, ont presque tous quitté leur poste. À peine sur toute cette étendue en reste-t-il 15 pour servir toutes les pièces. Ça, c'est une note qui avait été remise à la commune. Et encore, toute la partie de l'enceinte du point du jour à la porte d'Auteuil est sans défense. Le 21, un des généraux de la commune, la Cécilia, il n'y a plus un seul garde national sur les batteries depuis la porte de Versailles jusqu'au Bas-Meudon. Alors ça a été un peu ridicule de penser qu'à Versailles, on a annoncé ça d'une manière triomphale, comme si on avait forcé l'enceinte. Il n'y avait personne devant. Alors il est comique de voir le lieutenant-colonel Ellenberg, dans son livre qui s'appelle « La guerre des communeux », écrire cette phrase dont il ne se rend pas même compte lui-même qu'elle est bouffonne. Les défenses étaient désertes, l'armée franchit bravement la porte. Thiers, lui, dans sa présentation, fit un bulletin de victoire du 21 à 18h30. La porte de Saint-Cloud vient de s'abattre sous le feu de nos canons. Le général Douai s'y est précipité. Il entre en ce moment dans Paris avec ses troupes. Et bien, quand l'armée versaillaise, qui sont 60 000 le premier jour, et qui, dans la nuit du 21 au 22, vont occuper un quart de Paris, quand cette armée pénètre, elle est persuadée que ça sera fait dans 48 heures. Eh bien non, ça va durer 7 jours. Et c'est ça, la grandeur de la commune. Je ne vous ai pas caché que l'équipe au pouvoir n'avait pas été brillante, que l'armée de la commune avait été en liquéfaction. Mais maintenant, c'est ce qu'on appellera, si vous voulez, parce que c'est vrai, la minute de vérité. Un clivage va s'opérer. Clivage d'abord parmi les communards, chefs, où on voit les malins, les tricheurs, les beaux-parleurs, et où on voit les gens qui étaient là pour de bon. Les malins, les tricheurs, les beaux-parleurs sont ceux qui vont disparaître, on ne va plus les voir. Le Félix Piat dont je vous avais parlé, le Cluseret, l'ancien général Cluseret, ben non, on ne sait pas où il est. Puis disparus, ils vont partir en Suisse, ils vont partir en Belgique. Tandis qu'il y en a qui vont rester. Alors ceux-là, c'était ceux qui réellement s'étaient engagés, sachant depuis le début qu'ils risquaient leur vie. Mais qui donc au premier plan, il y a Varlin, il y a Vallès, il y a Avrial, il y a Corneille, il y a Courbet lui-même. Ceux-là sont les gars sérieux. Et puis alors dans la foule, je sais très bien qu'il y avait dans cette immensité de Paris quantité de gens ou bien qui étaient indifférents et qui subissaient, ou bien qui étaient de la pègre. C'est forcé dans une révolution qu'il y ait de la pègre et qui était là. Mais il y avait aussi ceux qui y croyaient pour de bon. Vous savez, on les appellera, si vous voulez, les croyants de la commune. Les gens qui s'étaient dit, voilà des générations que derrière nous, il y a des misérables, il y a des exploités, il y a des asphyxiés. Nous, on s'est levés parce qu'on espérait au moins que nos gosses vivraient. On nous en a trop fait. C'est fini. Eh bien, on va la tenir jusqu'à la fin, la hampe du drapeau, jusqu'à ce qu'on nous la casse entre les mains. On se fera tuer, c'est entendu. Mais dans la terre, nos cadavres seront comme une espèce de semence rouge. Ils se battront bien, vous savez. Une résistance extraordinaire. Le premier jour, le 22, les Versaillais arrivent jusqu'à la Concorde. Ils ont dévalé les Champs-Élysées. Et stop à la Concorde. Stop parce qu'il y avait tous les canons qui étaient en batterie sur les Tuileries et qui se mettent à cracher le feu. Les Versaillais sont obligés de refluer. Ils remontent en toute hâte, dans une espèce de panique, jusqu'à mi-hauteur des Champs-Élysées, jusqu'à ce qu'on appelait à ce moment-là le palais de l'industrie, c'est-à-dire le grand palais aujourd'hui, et il leur faudra conquérir Paris rue par rue. On verra un gars de la commune qui s'appelle Varlin, dont je vous parlerai du reste la prochaine fois. Varlin qui va organiser personnellement, physiquement la résistance sur plusieurs points. Il sera à rue Vavin, il sera au carrefour de la Croix-Rouge. Il y a un garçon qui s'appelait Brunel. Brunel était un officier qui avait essayé de se révolter au moment de la capitulation, qu'on avait naturellement mis en prison, qui avait été libéré par la commune, et qui, sous sa responsabilité, va organiser la défense de la Concorde d'abord, puis quand il est repoussé de la Concorde, il va à la Madeleine. Il y a 300 hommes avec lui à la Madeleine, ils vont être cernés dans la Madeleine, on tirera au canon contre les portes de la Madeleine, et on passera par les armes les 300 hommes qui sont là. Savez-vous que l'armée de Versailles va tout de même perdre 7000 hommes dans la bataille de Paris? 7000 hommes. Ça prouve qu'ils avaient en face d'eux des gens qui en voulaient, qui savaient se battre. Problème des incendies maintenant. C'est parfaitement vrai, Paris va être incendié. Mais alors j'ai 3 observations à vous présenter à ce propos. Le premier incendie qui va se produire, le premier grand incendie, c'est l'incendie du ministère des Finances. Et il n'y a pas de problème, ce n'est pas les communards qui l'ont fait.
Ce sont des bombes à pétrole venant des canons de Versailles qui sont tombés, rue de Rivoli, sur le ministère des Finances. J'ai dit bombes à pétrole, et j'ouvre une petite parenthèse. Ces bombes n'étaient pas de fabrication récente, on les connaissait, mais les Allemands, quand ils avaient bombardé Paris, n'avaient pas voulu, ou n'avaient pas osé se servir de bombes à pétrole. Et bien, quand les bons Français tirent sur les mauvais Français, quand les Versaillais tirent sur les communards, on utilise cette fois des bombes à pétrole. Alors, mettons à part la question du ministère des Finances. Deuxièmement, c'est parfaitement vrai qu'il y a eu des quantités d'incendies volontaires, mais que j'appellerais stratégiques. Lorsque Louise Michel, une des admirables combattantes, va être refoulée de Montmartre, dans les conditions que je vais vous dire, elle va crier elle-même que tout flambe fait un barrage de feu. Et les communards vont organiser stratégiquement des rampes de feu en allumant des quartiers entiers, des maisons par exemple au Carrefour, pour empêcher de passer les Versaillais. Un truc qu'ils employaient les Versaillais, c'est que quand ils voyaient une barricade et qu'ils n'osaient pas attaquer de front de peur de perdre trop d'hommes, ils passaient par derrière ou par les côtés, ils entraient dans les maisons latérales et perçaient les murs pour arriver à la hauteur des barricades et fusiller les types par le haut. Alors on avait décidé qu'on brûlait les maisons qui étaient de chaque côté des barricades. Bon. Mais troisièmement, il faut le dire aussi, c'est parfaitement vrai, il y a eu des incendies volontaires et qui n'avaient plus une signification stratégique. On va mettre le feu à l'ancien Paris, aux bâtiments, grands bâtiments officiels de Paris, les Tuileries vont sauter, même l'hôtel de ville va sauter. C'est ce qu'on appellera, si vous voulez, la démence féroce du désespoir. Et alors Vallès, à ce propos, il a une citation qui m'intéresse bien, où il dit dans l'Insurgé, dans les classes, on nous apprend à admirer l'incendie de Saragosse, l'incendie ancien de Numance. On nous dit à nous, quand on est dans des petits élèves, quelle noblesse, ces gens plutôt de se laisser prendre qui mettent le feu à leur ville. Et Moscou, et l'incendie de Moscou, fait par les Russes eux-mêmes, quand ils n'ont pas voulu que la ville tombât telle quelle aux mains de Napoléon, il raconte, j'ai vu un vieux capitaine, le capitaine Foyard, qui avait fait la campagne de Russie et qui levait son chapeau, chaque fois qu'il parlait du Kremlin, que ces matins de Russes avaient allumé comme un punch, des crânes, disait-il, en tordant sa moustache. Eh bien, pourquoi serait-ce grand quand ça s'est passé à Moscou ou à Saragosse, et serait-ce petit quand ça s'est passé à Paris? Le 23 mars, il s'était produit un coup fumant, si vous voulez, en faveur des Versaillais. Les Allemands, dès le 21, avaient proposé à Thiers et à Favre de faire intervenir leurs troupes pour que la liquidation soit plus prompte. Je vous ai dit le prix qu'attachaient les Allemands à ce que la commune soit écrasée, afin que la solvabilité de Versailles fût entière. Alors le 21, Bismarck dit tout ce que vous voulez comme soldat. Et c'est Favre et Thiers qui vont le supplier, le mot est dans la dépêche, nous vous supplions de ne pas intervenir pour que ça ne se voit pas, pour que ça ne soit pas trop scandaleux. Nous vous demandons de nous laisser seuls pour la répression de ce brigandage international. Ça serait trop vu, hein, si tout de même la collusion, la collaboration absolue de l'Allemagne et des Versaillais s'était étalée à ce point. Comme Thiers est sûr de son affaire maintenant, il n'a plus besoin des Allemands. Mais les Allemands vont faire deux choses. Primo, ils vont faire le blocus de la partie ouest et nord de la ville pour empêcher de se sauver les communards, et ils ont promis à Jules Favre qu'il saisirait tout communard qui essayerait de traverser les lignes allemandes pour les rendre et pour qu'on les tue, mais surtout, le 23, voilà ce qu'ils ont fait d'admirable. Il y avait ce qu'on appelle la zone neutre. Entre la zone d'occupation allemande et la partie versaillaise, il y avait une zone neutre, quoi, démilitarisée, on sait bien ce que c'est, une zone neutre. Hein. Alors, les gens de Montmartre, qui touchaient à la zone neutre, n'avaient pas préparé de défense du côté de la zone neutre, puisqu'il n'y avait pas d'adversaire. Alors, les Allemands, le 22, dans la nuit, disent aux gens de Versailles, si vous voulez, on fermera les yeux, on vous donne l'autorisation de passer par la zone neutre. Alors, vous allez tomber sur Montmartre par derrière. Et Montmartre, vous savez, dans la littérature de ces messieurs, c'est le Mont Aventin démagogique, le nid de vautour qui avait vu éclore la Commune Rouge, le repère d'où le 18 mars les hommes de proie s'étaient jetés sur Paris. Le général Montandon, je l'ai nommé déjà, c'était un général franc-maçon, et bien c'est le général Montandon à la tête de sa division qui va tourner Montmartre, qui va le prendre par derrière, et dans la journée du 23, cette citadelle rouge va tomber par surprise. Bon, affaire des incendies, affaire des otages maintenant. Quand on parle de la commune, vous savez assez que c'est les ennemis de la commune, qui sont aujourd'hui encore très nombreux, disent qu'il y a eu une chose impardonnable, ils avaient pris des otages et ils vont les fusiller. Rappelons la question, c'est le 5 avril qu'on avait décidé de prendre des otages. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, dès la première victoire militaire des Versaillais avaient fusillé une partie des prisonniers. Quels prisonniers? Ceux qui étaient des soldats de la ligne qui étaient passés du côté des insurgés.
Alors pour essayer d'empêcher les Versaillais de fusiller une partie de leurs prisonniers, les communards, enfin la commune de Paris, c'est-à-dire l'hôtel de ville, avait pris le décret des otages. Nous saisirons un nombre égal d'otages et nous les passerons par les armes si jamais vous continuez à fusiller nos prisonniers. Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit à propos de la commune, quand nous avons traité de la commune au pouvoir, aucun ordre d'exécution ne sera donné par la commune proprement dite. Et c'est Bernanos lui-même qui en apporte le témoignage en 1931, un Bernanos à ce moment-là très modéré. Vous savez, c'est en 1936 qu'il va changer, mais il était encore royaliste en 1931. Eh bien, dans La Grande Peur des Bien-Pensants, Bernanos écrit « Tant que la commune resta maîtresse des événements, elle ne laissa s'accomplir aucune exécution d'otages. » Bon. Alors, comme il y en a eu tout de même, ces exécutions, comment se sont-elles passées? Elles se sont passées par le fait d'initiatives individuelles. Une initiative individuelle qui venait, pour la plupart, ou presque toutes même, de la préfecture de police. Déjà une fois, assez rapidement, j'ai évoqué la préfecture de police qui était le point faible de la un des points faibles de la commune. Qui c'était la préfecture de police? C'était Raoul Rigaud. Raoul Rigaud, c'était un journaliste, un étudiant un peu éternel, un garçon pas entièrement sympathique, qui avait une petite barbe hérissée, qui était assez fier de lui, qui avait des lorgnons derrière lesquels des yeux clignotants. Et c'est un garçon qui était très noceur et qui se spécialisait dans la chasse aux prêtres. C'est lui qui va faire arrêter l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois. Et il y aura une proposition faite par la commune pour que Monseigneur Darbois soit échangé contre Blanqui. Blanqui avait été arrêté avant même la commune. Alors Raoul Rigaud a eu cette idée, qui était intelligente. Voulez-vous nous rendre notre Blanqui et on vous rend l'archevêque de Paris? Eh bien, Versailles ne marchera pas parce que Thiers estimera que c'est beaucoup mieux si on peut pousser les communards à fusiller l'archevêque. Et comme dira très bien Marx, l'archevêque leur a été plus utile en qualité de cadavre que vivant. Bon, rien à faire. Monseigneur Darbois soutiendra d'ailleurs très bien en prison, ne sera pas un homme gémissant. Et je voudrais, à propos de Raoul Rigaud, dont je vais vous parler maintenant, vous raconter quelque chose qui le concerne et qui montre que le personnage avait une sorte d'humour assez féroce. Il faisait arrêter spécialement les prêtres, il avait fait arrêter un jésuite. Et voilà que le jésuite est devant lui, il y a l'interrogatoire auquel on procède, il y a le greffier qui est dans un coin. Rigaud s'adresse au prêtre et lui dit « Profession ». Le jésuite répond « Serviteur de Dieu ». Alors Rigaud se tourne vers le greffier et écrivait « Employé d'un patron nommé Dieu ». Puis se tourne vers le bonhomme, le jésuite, et lui dit « Domicile de l'employeur ». Le jésuite répond « Mon maître est partout ». Alors Rigaud se tourne vers le greffier, lui dit « Écrivez au service d'un maître sans domicile fixe ». C'est ça, le Jean Raoul Rigaud. Et bien en même temps, c'est un homme qui n'a pas fait son métier parce que la surveillance qu'il devait faire sur les agents versaillais, il ne l'a pas fait, mais c'était quelqu'un de bien en ce sens qu'il ne fuira pas comme beaucoup d'autres. Il va rester jusqu'à la fin, il sera fusillé rue Gay-Lussac, des gens vont le happer, des gens de Versailles vont le happer, vont l'obliger à crier « Vive Versailles !» et il va crier « Vive la commune !» et il sera abattu là sur le trottoir où son cadavre restera exposé pour l'édification des foules pendant 48 heures. Bon, ben, Raoul Rigaud et son adjoint Ferré sont responsables des assassinats d'otages. Mais, à côté de ça, il y a des mouvements spontanés de la foule. Et ça, nous l'avons déjà vu. Vous savez, quand je vous ai raconté l'assassinat de Vincenzini, par exemple, ça n'a pas été beau. Quand je vous ai montré comment, dans la rue des Rosiers, il s'était passé ces 2 meurtres de généraux par une foule déchaînée, des soldats en particulier, ça va recommencer maintenant. Il y a 2 événements principaux. Rue Axo, une troupe d'environ 50 détenus que l'on changeait de prison parce que les Versaillais allaient menacer leur prison, donc les libérer. On veut les emmener dans une autre prison, plus protégée. La foule, et en particulier des femmes, vont se jeter sur ces 50 types. Il y a une trentaine de prêtres et il y a une vingtaine de gendarmes. Il faut savoir qu'il y avait dans la basse plèbe une haine très particulière du clergé. Je voudrais qu'on réfléchisse un moment à ça. Enfin, c'est Bernanos aussi qui a fait là-dessus des remarques. Il dit comment, mais c'est extraordinaire tout de même que l'évangile des faibles et des pauvres, en était devenu la bête noire des faibles et des pauvres. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Qui en porte la responsabilité? Il faut qu'il y ait eu du côté de l'Église de drôles de choses pour qu'une pareille aversion se déchaîne contre ses serviteurs et ses représentants. Mais toujours est-il que c'est vrai, il y avait cette atroce violence. Alors les femmes se sont jetées sur les prêtres, leur ont crevé les yeux, leur ont arraché les parties sexuelles, puis alors on les a poussés dans un enclos et on a tiré au hasard sur les 50 hommes qui étaient là. Et puis il y a l'histoire des dominicains d'Arcueil aussi, qui ont été fusillés par derrière, on leur a tiré des coups de feu dans le dos.
Tout ça est atroce, c'est certain. Mais ce qu'il y a de plus intéressant de savoir, c'est que les membres de la commune qui étaient là, qui n'avaient plus aucune autorité, Vallès dira la ceinture rouge, vous savez, ça n'impressionnait plus personne. Et moi, je la portais, contre moi, dit-il, pliée dans un papier journal comme un homard. Eh bien, il l'a remis, sa ceinture rouge, avec quelques camarades pour essayer de protéger la vie des otages. Il était là, avec Varlin, avec Cournet, avec Avrial, rue Axo, au péril de sa vie, disant aux gens, mais ne faites pas une chose pareille, vous voyez bien que vous vous déshonorez et vous nous déshonorez. Eh bien, il n'y a rien eu à faire, et ces otages ont été massacrés. Ce sont des choses qu'il faut savoir. En face, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a le carnage, ah oui ça, le carnage versaillais. Hugo aura un mot terrible à ce propos. J'aurai plusieurs citations à vous apporter de Victor Hugo. Hugo dira, c'était le parti de l'ordre. Eh bien, on va voir l'ordre à l'état flagrant. Thiers avait annoncé les châtiments dans une langue admirable. Il avait dit, voyons, il avait dit, les châtiments s'abattront sur les coupables, mais ce sera un châtiment comme les honnêtes gens l'entendent, c'est-à-dire par la loi et au nom de la loi. Favre, le 13 mai, nous triompherons par la force, mais nous ne reculerons devant aucune de ces nécessités. L'armée, nos vaillants soldats, sauront se conduire, a dit Thiers encore. L'expiation sera complète, et nos soldats seront à la hauteur, seront au niveau de leur réputation. Eh bien, regardons un peu comment les soldats ont été au niveau de leur réputation. Il y a diverses sortes de massacres. Il y a des massacres sur place d'abord. Dès qu'on pouvait enlever une barricade, les défenseurs, on ne se contentait pas de les faire prisonniers, on les tuait. Ça a été un abattage immédiat, et toutes les citations que je vous apporterai, je les tirerai de la presse versaillaise. Je serais beaucoup trop suspect si je vous apportais des documents d'extrême gauche ou de gauche. Non, non, nous allons entendre les vainqueurs eux-mêmes qui proclament leur joie. Le Gaulois du 26 mai, c'est pas fini le 26, ça ne sera fini le 28. Nos soldats, débouchant par toutes les rues, eurent bientôt acculé les communards au nombre de 7 à 800 entre le Panthéon, la bibliothèque Sainte-Geneviève et l'église Saint-Étienne-du-Mont. Pas un seul n'échappa au massacre. Vous avez Le Siècle, journal conservateur du 31 mai. Nos soldats ont tué presque tous les insurgés qui leur tombaient sous la main. Un nommé Henri Morel, qui va écrire à la fin de l'année un bouquin horrible qui s'appelle Le pilori des communeux, racontera qu'au palais de l'Industrie, sur les Champs-Élysées, il y avait un certain nombre de blessés fédérés. Mais lui, il écrit, Morel, des fédérés qui se faisaient passer pour blessés. Alors les soldats entraient, les amenaient un par un au pied des arbres, là, sur les Champs-Élysées, et là, écoutez comme c'est joli, et là, leur guérison s'achevait en un clin d'œil. Vous avez Paul Bourget, le grand romancier catholique, qui bien plus tard, 24 ans plus tard, dans le Figaro du 13 septembre 1895, écrira ceci: j'ai vu, crever à coups de crosse les crânes des blessés. Il y a eu l'affaire affreuse de Saint-Sulpice. Le séminaire Saint-Sulpice, là, sur la place que vous connaissez, la place Saint-Sulpice, avait été transformé en un hôpital, en une ambulance. Le médecin qui soignait ses blessés, il s'appelait Fanot, F-A-N-E-A-U, docteur Fanot. Docteur Fanot avouait très crânement qu'il n'était pas du côté du communard. Enfin, il soignait ce qu'on lui apportait, parce qu'un médecin ne peut pas faire distinction. Alors voilà que les Versaillais arrivent dans l'arrondissement, le 6e, là, se précipitent sur la place, et un soldat prétend, enfin je ne sais pas si c'était vrai, qu'un coup de feu avait été tiré d'une des fenêtres, ou peut-être d'un grenier de Saint-Sulpice, qui était devenu un hôpital. Les Versaillais se précipitent dans cet hôpital, tuent le docteur Fanot, qui leur dit « mais je suis de votre côté », et vont passer par les armes tous les prisonniers, tous les fédérés qui étaient là, dans leur lit. C'est évidemment plus facile de les tuer ainsi. Il faut savoir également que s'il y a eu l'atroce histoire de la rue Axo, où on s'est jeté sur ces prêtres et sur ces gendarmes, cela suivait un événement que le Bien Public, journal versaillais, rapportera le 23 juin. On attendra, enfin. Lorsque nous sommes arrivés, lorsque nos soldats arrivèrent rue des Rosiers, là où on avait tué les 2 généraux, 43 hommes, 3 femmes et 4 enfants ramassés au hasard furent fusillés. Et bien, la rue des Rosiers et la rue Axo, c'est pas bien loin. Alors quand les gens de la rue Axo ont vu arriver les fédérés, les Versaillais faisant des choses pareilles, et qu'ils avaient à leur disposition, évidemment, des gens sans armes, mais ils sont jetés comme des bêtes fauves sur ces gens qui étaient les complices de ceux qui venaient de faire cet horrible assassinat. Encore un document versaillais. Rue de Bretagne, une femme a crié « assassin ». L'officier tira son sabre et laboura la figure de la mégère qui fut achevée à coups de baïonnette. Ça, c'est un document de Versailles. Hein. Que des enfants aient été tués. Ben, écoutez, un prêtre, un otage non exécuté. Il y en a eu pas mal qui n'étaient pas exécutés, vous savez. 84 ont été exécutés sur environ les 200. L'abbé Courtade, dans Le Correspondant,
revue catholique, du 25 mai 1801, lorsque je suis sorti de prison, lorsque mes amis versaillais m'ont libéré et que je marchais sur le trottoir du boulevard Prince-Eugène, je voyais, entassés de place en place, des cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants. Alors il y avait des endroits spécialisés pour les mitraillades. C'était aux grilles de la Bourse. C'est un bon endroit, il y a du recul. Enfin, alors dès que les hommes étaient pris, on les alignait le long des grilles et on les sacrifiait au dieu de l'or qui était derrière. Il y avait l'école militaire. Alors là, comme on avait des mitrailleuses, c'était plus facile. Dès qu'on amenait un contingent de prisonniers, rafale de mitrailleuses. Dans le quartier Saint-Maur, l'abattoir était derrière l'abside de l'église Saint-Joseph. Ça, c'est ce que nous appellerons, si vous voulez, les massacres immédiats. Et puis il y avait des massacres truqués, enfin je veux dire par là, qui prenaient une apparence de légalité, à savoir qu'on avait quadrillé Paris tout de suite de prévôtés militaires ou de cours martiales, comme vous voudrez. Il y en avait 22. Lorsque Thiers avait parlé d'une exécution, d'une punition par la loi et au nom de la loi, c'était sans doute ce qu'il voulait dire. Alors 22 prévôtés vont fonctionner immédiatement dans Paris. Je vais vous apporter là-dessus un témoignage qui est celui de Goncourt. Je sais que Goncourt, il n'est pas tout à fait un ami de la commune. Ben, Goncourt voyait ce qui s'était passé au Châtelet, au théâtre du Châtelet, où il y avait une prévôté militaire, comme il y en avait une pas bien loin non plus, de l'autre côté de la Seine, au Luxembourg. Et alors, les hommes qui passaient devant le tribunal militaire et qui restaient environ 8 à 10 minutes, paraît-il, étaient conduits au pas de course à la caserne, qui n'était pas loin du tout, la caserne Lobau. Rythmiquement, disait Goncourt le 28 mai, des troupeaux étaient poussés au pas de course, caserne Lobau. La porte s'ouvrait et se refermait sur eux avec violence. Puis éclatait le fracas des décharges successives. Puis le peloton d'exécution sortait, un peu hagard, avec des allures d'hommes ivres, du sang au bout de quelques-unes des baïonnettes, parce que si on n'était pas sûr d'avoir tout à fait tué à coups de balle, on les achevait à coups de baïonnette. Il y avait aussi des indicateurs, et ils s'en donnaient à cœur joie. Les indicateurs, c'était peut-être des gens versaillais de cœur, qui étaient restés dans Paris, et qui n'attendaient que le moyen de se venger. Mais je suis bien convaincu également qu'il y avait d'autres gens qui étaient même mouillés du côté de la commune, du côté des communards, et pour se démouiller ou pour se blanchir, comme vous voudrez, quand ils voyaient que les Versaillais étaient les plus forts, mettaient les brassards tricolores qu'ils avaient préparés d'avance et se précipitaient sur les argousins, sur les sergents de ville qu'on amenait, ou sur les officiers, pour leur dire « un tel en est ». Ça avait été la chasse aux suspects, et qui était suspect, tout homme qui portait ce que l'on appelle aujourd'hui des godillots. Pourquoi? Parce que la grande fabrique de chaussures, à ce moment-là, c'était la fabrique Godillot, que la fourniture militaire, enfin d'uniformes militaires pour les chaussures de la garde nationale, c'était Godillot, et que les chaussures d'ordonnance, quand on les repérait au pied de quelqu'un qui d'habitude allait nu-pied ou avec des savates, on pouvait dire, celui-là c'est un garde national, regardez ses souliers. D'autre part, il y avait beaucoup de ces types qui, manquant d'uniforme, pauvres gens, avaient simplement cousu de la bande rouge sur le côté de leur pantalon. Dès qu'ils avaient vu la victoire de Versailles, ils avaient décousu la bande, naturellement. Mais il y avait la trace de la découture, je ne sais pas comment on dit. Alors les indicateurs étaient là, qui se promenaient dans les rues en regardant le pantalon des gens et en disant « Là, il a décousu sa bande ». Alors, immédiatement arrêté. Le maire Dubail, il s'appelait, l'ancien maire du 10e arrondissement, conduisait lui-même la chasse à ses anciens administrés pour dire aux forces de police « Vous pouvez arrêter celui-ci, vous pouvez arrêter celui-là ». Le résultat a été un entassement de cadavres tellement effroyable qu'on a craint immédiatement qu'il y ait des dangers sanitaires. Au pied de la tour Saint-Jacques, on avait déversé des tombereaux dans des trous qui étaient insuffisamment profonds. Du reste, un témoin dit que lorsque les tombereaux étaient déversés, il en sortait des gémissements, preuve qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas morts, et on les jetait dans cette fosse, on jetait un peu de terre par-dessus, et puis les soldats s'éloignaient et sortaient de cette terre, au pied de Saint-Jacques, des pieds quelquefois, ou des mains, et même des mains crispées qui remuaient encore. Et puis, le long de l'école polytechnique, vous savez, c'est dans le 5e arrondissement, sur 100 mètres de long, il y avait un entassement, mais bien rangé, c'était comme des bûches, de 3 mètres de haut, de cadavres. Je voudrais vous rappeler encore à ce propos des phrases prononcées par les gens de bien. Le vice-amiral baron de la Roncière Le Nourri, qui était membre du Jockey Club, avait déclaré à la tribune le 29 « Prions Dieu, qu'il inspire à nos gouvernants des déterminations viriles et pour la répression des résolutions énergiques à l'égard de ces grands criminels. » Sarcey, dans le journal Le Gaulois, devant l'épouvantable danger que la société ait couru, il n'y a pas d'autre pénalité possible qu'une suppression radicale. Ce qu'il y a encore de plus beau, peut-être c'est le vieux général Changarnier qui écrivait à Duvergier de Oran
les patriotes, les résistants, les rouges, les républicains, les communistes, qu'ils soient maudits et qu'ils soient voués à la vengeance des honnêtes gens. Ben, nous y sommes, hein, c'est la vengeance des honnêtes gens. Et peut-être allez-vous croire que je m'acharne trop sur ce mot honnête gens, mais je ne crois pas vous en avoir indiqué le sens et l'origine. C'est Lafayette, c'est le marquis de Lafayette qui a inventé ça. Lafayette a 2 titres de gloire. Il a créé 2 mots dans le vocabulaire politique. Il a créé sans-culotte et il a créé honnête gens. Sans-culotte, aujourd'hui, on n'y réfléchit plus très bien. On dit un sans-culotte, c'est un patriote parisien de 92-93. Ça voulait dire ceci, que les gens de bien, les gens élégants, à ce moment-là, portaient des culottes qui s'arrêtaient au genou, au-dessous du genou, vous savez, et ensuite, il y avait le bas de soie. Pensez bien que les prolétaires n'avaient pas de quoi se payer, des bas de soie ni des bas d'autre façon. Alors, ils avaient des pantalons. Alors, ça avait été drôle de la part du marquis de Lafayette, qui était du reste un coq de salon, de faire rire ces dames en appelant ceux qui ne portaient que des pantalons les sans-culottes. C'est amusant, hein. Mais c'est lui aussi qui a dit les honnêtes gens. Parce que vous savez, bourgeois ou possédant, ce sont des mots difficiles, enfin un peu désagréables, un peu lourds, un peu trop chargés d'or. Alors au lieu de dire possédant, ben, on dira les honnêtes gens. Alors pendant tout le cours du 19e siècle, lorsque vous verrez l'expression honnête gens, vous saurez que c'est exactement l'équivalent de possédant. Ben, la vengeance des honnêtes gens, ordre à l'éclat flagrant comme je disais tout à l'heure, elle est magnifique, avec quelques détails que je peux vous apporter et qui viennent encore de témoins directs, à savoir qu'un certain nombre de femmes, sur des places, avaient été naturellement violées, soit avant de les tuer, soit après les tuer, à les avoir tuées. Et il y a un témoin qui dit, on traitait les femmes des communards comme nos soldats avaient l'habitude de traiter les femmes arabes en Algérie. Deuxième détail, quelqu'un, une femme, raconte qu'elle a vu sur la place de la Concorde une enfilade de cadavres, c'est fini, on a gagné. Alors on va laisser tomber, les soldats laissent tomber de haut, 50 cm, 1 mètre, des baïonnettes, pour arriver juste à crever l'œil de ces soldats, de ces communards morts. Observation. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? Mais quand on veut passer pour un historien objectif, on vous dit les atrocités furent commises des 2 côtés. Ça, je l'ai lu, il n'y a pas d'élément long. C'est affreux, il y a des choses terribles, vous savez, quand la foule se déchaîne. Atrocités des 2 côtés. Alors à ce propos, j'ai tout de même une petite observation à présenter. Il y a une question de proportion. Combien est-ce que les communards ont tué de gens? Ben on sait, ça exactement maintenant, 84. Il y a une analyse qui a été faite en 1962 dans l'information historique. Il y a eu 84 otages tués par les communards. Et en face, c'est le général Appert qui a été chargé d'un rapport et qui officiellement dira « Nous avons tué environ 17 000 Parisiens ». Vous pouvez être tranquille que si le général Appert, dans un rapport officiel, dit 17 000, ça veut dire qu'on en a tué au moins 20 000. Alors je demande que l'on considère la différence entre 84 d'un côté et 25 ou 30 000 de l'autre. J'appelle aussi votre attention sur le fait que presque personne ne parle des massacres de pauvres gens. Avez-vous remarqué que dans les grandes revues historiques, Historia et les autres, on nous parle tellement des massacres de septembre, parce que les massacres de septembre 1692, hein, ça avait été des honnêtes gens, quoi, des aristocrates, que la plèbe avait massacrés. Dieu sait combien il y a d'articles sur la princesse de Lamballe qui a été martyrisée par les cannibales de 92. Mais je vous défie de trouver dans les grandes revues d'information historique des études sur les massacres commis par les troupes versaillaises. Pourquoi? Parce que c'est des gens de rien, parce que c'est des gens du peuple, parce que c'est des gens de la canaille. Et Victor Hugo, dans un très beau texte trop peu connu, dira la canaille, qu'est-ce que c'est? C'est le produit de la misère. Par vos exactions, par vos voies de fait, vous avez lacéré le peuple. La plèbe, c'est le haillon social. Le mal souffert devient le mal vengeur. C'est le patient changé en bourreau. La bête fauve sort de la bête de somme. Étonnez-vous après, ô semeur de tempête, que ce souffre-douleur soit votre trouble fête. Et dira encore Victor Hugo une chose violente, mais sur laquelle je veux terminer. Il s'agissait de Monseigneur Darbois. C'est vrai, Monseigneur Darbois a été fusillé par la Commune. Bon. Alors vous imaginez tous les cris de terreur, d'horreur qui ont été poussés en face. Enfin, on va élever le Sacré-Cœur de Montmartre. Un peu comme monument expiatoire à cette chose horrible d'avoir fusillé un archevêque. Mais comme Victor Hugo savait qu'il y avait aussi beaucoup d'enfants et de petits-enfants de communards qui avaient été tués par les Versaillais, il aura cette phrase très courte sur laquelle je veux finir. Un enfant, ça vaut bien un archevêque, non?